Eh bien salut et bienvenue sur cette vidéo sur un petit moment lecture au coin du feu. Et voilà, j'ai essayé de faire un petit effet de style avec le café, je sais pas si ça marchait, bref. Euh, on est reparti pour une petite vidéo lecture que je vais appeler le moment lecture puisque c'est un moment de lecture. Les explications sont toujours aussi claires ici. Mais donc, j'ai relu certains livres. Ce qui est bien avec c'est que plus je lis, plus je sais ce que j'aime et plus j'achète des livres que j'aime et je lis des livres que j'aime. Donc, il y aura très peu de critiques négatives étant donné que j'ai acheté que des livres que j'aimais. Logique. Bref. Écoutez, on est là pour ça, on va pas attendre plus longtemps. Je vais commencer par un livre de western. J'ai pas lu beaucoup de western, j'en ai lu peut-être... Bon, je crois que c'est le deuxième d'ailleurs que je lis. Mais on va tout de suite parler du Tireur. Le Tireur de Glendon Swarthout, donc, qui est américain, j'imagine qu'il est texan, ou en tout cas qu'il a vécu dans ces états-là, un peu le Far West, quoi. Donc le Tireur, c'est l'histoire d'un type, d'une légende de l'Ouest qui a genre 60... il doit avoir 50 balais, et il a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate. Du coup, il en a plus beaucoup il en a plus pour très longtemps à vivre. Sauf que c'est quand même une légende de l'Ouest qui a gagné plusieurs duels, qui a battu plusieurs types, et qui s'en est toujours sorti indemne. Et du coup, il va se planquer dans un hôtel, il est logé dans un hôtel, et du coup, quand il apprend ça, il fait tout pour cacher ce secret, en fait, parce que si tout le monde l'apprend, bah évidemment, on va vouloir être l'homme qui a tué lui, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, bref. Personne n'a jamais réussi à le tuer, il est sorti vainqueur de tous ses duels, donc vous imaginez bien que dès qu'il y a l'occasion de le tuer, il est affaibli, forcément, 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 ça va attirer du monde, quoi. Du coup, lui, il souffre le martyre, très clairement. Il a aussi envie d'en finir. Du coup, il va contacter les plus grandes raclures de la ville où il est, pour lui donner rendez-vous et pour le terminer. Et voilà. Voilà le pitch de l'histoire. Et voilà. Euh, Le livre, globalement, j'ai vraiment bien aimé. Après, effectivement, si tu t'attends à un western où ça va tirer dans tous les sens, il va y avoir de l'aventure, des courses à chevaux et tout, alors c'est pas le cas, hein. Le mec est malade, le mec est en soins de vie. Du coup, non, c'est pas ça qui va se passer. On va surtout le voir allongé dans sa chambre d'hôtel en train de souffrir. Et ce qui va être marrant, c'est qu'en fait, le livre va te décrire tout un tas de personnages qui vont venir le visiter dans sa chambre. Il va y avoir le type qui va vouloir racheter ses objets après sa mort, le type qui va vouloir parler de son héritage et tout ça. Et tu te rends compte que tous ces types sont un peu des vautours qui vont essayer de vouloir grappiller les dernières richesses de ce type. Et du coup, de ce point de vue-là, j'ai bien aimé parce que ça te présente un peu tous les gens qui vont essayer de venir profiter de ta faiblesse, quoi, un peu. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Ce qui est appréciable aussi, c'est évidemment l'ambiance western, parce que tout ça, ça se passe dans un petit village western où il y a des saloons et tous ces trucs. Donc évidemment, l'ambiance est là. Le gros point fort du livre, pour moi, c'est la fin. C'est comme je vous ai dit, il a donné rendez-vous aux pires raclures de la ville pour venir le descendre. Évidemment, lui, il se doute qu'il n'est pas mauvais avec son flingue. Donc ils vont tous se retrouver. Il y a 4 types. Il a donné rendez-vous à 4 types, plus lui. Donc ils vont tous se retrouver dans un bar. Et voilà, à partir de ce moment-là, c'est le gros point fort du livre, c'est à la fin que ça se passe. Je peux pas vous trop rentrer dans les détails du coup, mais voilà. Globalement, j'ai bien aimé. Sinon, ce que je pourrais dire en point négatif, c'est bah si t'attends un voyage dans le Far West, c'est pas ça. Si tu resteras dans une ville à suivre un mec malade, forcément, voilà, comme je vous ai dit avant. Et bah du coup, à part les malfrats de la fin, tu vas pas croiser vraiment beaucoup de hors-la-loi et de cow-boy à part lui, par le mec malade, tu vois.
il y aura la relation entre lui et, et la femme qui gère l'hôtel sera le point principal de l'histoire, parce qu'au début elle l'accepte pas, elle veut pas de ce type qui est hors-la-loi dans son hôtel, et puis petit à petit il y a un lien qui va se créer entre eux. Donc voilà, ça c'est un peu vraiment là-dessus que l'histoire est centrée. Mais franchement, très bon livre. Je suis ressorti avec un très bon a priori. J'ai bien aimé. Voilà, on va passer à la suite, ça fait déjà 5 minutes sur un livre. Euh, Ensuite, on va parler de Nymphéa Noire de Michel Bussy. Je ne sais pas si tu connais Michel Bussy. Je crois que c'est la première fois que j'en parle sur cette chaîne. Mais je crois qu'en gros, c'est le deuxième auteur français qui vend le plus, après Guillaume Musso. Et personnellement, je préfère largement la littérature de Michel Bussy que Guillaume Musso, que j'accroche pas du tout à Guillaume Musso. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire, comme on dit. Donc oui, Nymphéa Noire, qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est un livre qui va se passer dans le village de Giverny. Donc Giverny, c'est en France, c'est là où a vécu Monet, Claude Monet, le peintre. Et du coup, il va y avoir un meurtre dans ce village. Et petit à petit, tu vas apprendre que peut-être que c'est lié à des histoires avec Claude Monet ou pas, tu sais pas. Mais voilà, ça va se passer dans ce village. Donc, en gros, ce qui est bien avec ce livre, c'est que en même temps, tu as un crime, donc tu suis une enquête et ça t'es intéressé de savoir comment ça s'est passé et tout. Mais en même temps, il y aura plein de moments où il va te décrire la ville, il va te décrire pourquoi Monet était connu à cette ville, qu'est-ce qu'il faisait dans cette ville, les tableaux qu'il faisait. Du coup, tu as un peu deux histoires en une, tu vois. Ça, c'est cool. Tu as un peu un biopic de Monet et en même temps, tu as l'enquête policière en fond. Ce qui fait que dès que l'un devient un peu chiant, ça t'emmerde, eh ben, il switch sur l'autre. Et du coup, ça, c'est bien. Parce que trop de l'un aurait été trop chiant. Et du coup, il switch entre les deux. Entre les deux, donc la biographie de Monet, la ville, l'ambiance générale de la ville et l'enquête. Donc ça, je trouvais que ça marchait vraiment bien. Ce qui marchait bien aussi, c'est l'immersion dans ce petit village qui a vraiment l'impression qu'il est coupé du monde parce qu'ils se suffisaient eux-mêmes, ils sont devenus mondialement réputés, il y a plein de touristes qui viennent pour regarder les places où Monet peignait ses toiles et tout. Du coup, tu sens que c'est un lieu très touristique et que les gens ne cherchent absolument pas à partir parce qu'ils sont très bien là-bas. Petit havre de paix, comme on dit. Les personnages sont aussi intéressants. Les deux flics qui mènent l'enquête, ils ont un peu des personnalités opposées, ce qui donne une bonne alchimie. Puis voilà, les autres personnages sont franchement tout aussi intéressants. Et puis, ce que j'ai mis en point fort aussi, mais ça je devrais pas vous le dire, parce que c'est un spoil. Mais bon, écoute, Michel Bussy, il fait ça dans tous ses livres, donc c'est partiellement un spoil. En gros, dans tous ses livres, il a un petit twist à la fin, où tu te dis, ah, en fait, c'était ça depuis le début, tu vois, et c'est seulement à la fin que tu l'apprends. Et dans tous ses livres, c'est comme ça, et dans celui-là aussi. Mais voilà, dans celui-là, j'ai particulièrement aimé le twist final. Mais du coup, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est majoritairement du spoil. Bref, ce que j'ai pu reprocher à ce livre, c'est que oui, effectivement, il y a des longueurs. Il y a des longueurs, ça peut être un peu gnangnan, dans le sens où ça se passe dans un petit village en paix. À part ce crime qu'il y a eu, tout le reste, c'est un peu... Tout le monde est en paix, ça se passe bien, tout le monde est content. Au bout d'un moment, tu te dis, wow, c'est bon, c'est un peu gnangnan, quoi. Je me suis dit ça quelques fois, mais je me suis dit, il se passe pas grand-chose, en fait. Parce qu'il y a des moments où l'enquête, elle avance pas, ils trouvent pas les pistes qu'ils veulent. Et tu te dis, bah en fait, il se passe rien. Au début du livre, mais à la fin, ça accélère et là, les pages tournent beaucoup plus vite. Mais au début, ouais, tu peux te dire un peu ça. Mais globalement, c'est un Michel Bussy que je vous recommanderais. C'est soi-disant le meilleur parce que c'est mieux noté sur toutes les plateformes. Enfin, les plateformes, les trucs style Babelio, Sens Critique et tous ces machins là. Les sites de notation de littérature. C'est le mieux noté sur ces trucs à chaque fois. C'est genre reconnu comme étant son meilleur livre. Et ben pour moi, c'est pas son meilleur parce que, comme je vous ai dit, c'est un peu plan-plan, un peu gnangnan par moment, où je me disais, c'est bon, on a compris, abrège. Bref.
Mais après, je comprends que c'est pour nourrir l'immersion de ces petites villes où il peignait ses nénuphars et tout. Mais moi, c'est moins ma came, moi. Mais globalement, c'est un Michel Bussy et globalement tous les Michel Bussy sont bien pour l'instant de ceux que j'ai lus. J'avais lu quoi? Pour l'instant, j'ai lu Au soleil redouté. Putain, je me souviens plus des titres. Ah oui, Un avion sans aile. Et puis un dernier dont j'ai oublié le nom. Je sais plus. Bref. Mais globalement, ils étaient tous bien. C'est très. T'accroches facilement à son écriture. Bref, voilà ce que je pense de ce livre. Ensuite, on va parler d'une saga, parce qu'en fait, je voulais vous faire parler d'un livre, mais en fait, j'ai lu le deuxième tome entre-temps. Du coup, je vais essayer de vous mettre les deux en même temps. On va parler de la saga du Bourbon Kid. J'ai lu le 1 et le 2. Donc, le livre sans nom et L'œil de la lune. Donc, je savais pas que c'était connu ce livre, enfin cette série, avant d'en entendre parler. En fait, avant que j'ai commencé à essayer de m'intéresser à cette série, je n'en avais jamais entendu parler. Donc c'est assez bizarre parce que c'est quand même l'auteur est anonyme, donc il donne pas son nom. Le titre s'appelle Le livre sans nom, donc le livre donne pas son nom non plus. Tu dis c'est quand même un peu mystérieux tout ça, c'est bizarre. Au début je me suis dit ouais c'est encore un petit con qui essaie d'attirer l'attention avec un livre de merde. Je me rends compte à quel point je juge vite en fait. Mais en fait, après, j'ai lu le 1 et j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça se passe... Enfin, tu sens que l'auteur, c'est un mec qui a regardé beaucoup de films, notamment des films de Tarantino et de Robert Rodriguez, parce que c'est totalement dans cette veine-là. C'est vraiment... ça se passe dans une petite ville d'Amérique du Sud. Tous les personnages sont des ordures, mais vraiment tous. C'est une ville remplie de tueurs à gages, de serial killers, de violeurs, de trucs comme ça. Et en gros, tout le long du livre, il te dit l'espérance de vie dans cette ville n'est pas très grande. Personne n'ose venir. Il y a tout le monde à l'extérieur essaye de... Personne ne veut s'approcher de cette ville parce qu'elle est un peu... Voilà, tu sais qu'il y a des sales trucs qui se passent là-dedans. Et bah, l'intrigue se passe dans cette ville. Mais du coup, le livre se prend pas au sérieux, dans le sens où il y a de l'humour gras tout le long, des comiques de situation bien trouvés. Mais c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que ça se prend pas au sérieux. Et du coup, ça fait du bien. Parce que la littérature, c'est un truc qui se prend trop au sérieux, on va pas se mentir. Mais du coup, ça a vraiment fait du bien. C'est l'histoire, en gros, d'un type qui s'appelle le Bourbon Kid. Parce qu'il se trouve que quand il boit trop de bourbon, ça réveille ses pulsions meurtrières et il dégaine ses flingues et il se met à buter tout ce qu'il voit. Voilà. Donc ce type est un peu redouté. C'est une légende, mais tu vois, il est apparu genre dans la ville il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Et depuis, plus personne l'a vu, personne ne sait où il est, personne ne sait où il habite. Donc c'est une légende. Et je peux te garantir que les moments où il apparaît, tu dis ah, c'est lui. Et ça, tu sais que ça va chier. Et effectivement, ça chie. Enfin, si je peux dire ça comme ça, mais voilà. Et ces moments de tension qu'il arrive à créer, tout ça, c'est vraiment cool. Tous les personnages sont, je dirais pas tous intéressants, mais ils sont tous très différents et tu sais qui est qui, vite fait, parce qu'ils ont tous leurs traits de caractère bien prononcés. Ça, c'est assez cool aussi. Voilà. Ce que j'ai mis au point négatif, sinon, je vais revenir sur les points positifs plus tard, mais ce que j'ai mis au point négatif, c'est parfois le langage un peu lubrique, très prononcé, dans le sens où il y a des personnages qui matent le cul et qui matent les seins, qui vont faire des remarques là-dessus, et ça va être lourd, mais d'une lourdeur, et puis ça tire en longueur, tu dis oui, c'est bon, on a compris. Même, ça te met mal à l'aise à des moments, tu dis ouais, oui, on peut avancer. Mais bref, il y a des personnages qui sont des violeurs, du coup tu auras des fois le point de vue du violeur, ce qui est assez dérangeant quand même, on va pas se mentir. Le point de vue du violeur qui pense dans sa tête et comment il songe à passer à l'action. Tu dis ouais, j'ai peut-être pas besoin de savoir ça, mais bref. Ça c'est surtout dans le deuxième livre. Hein. Parce que, en fait, le problème c'est que pour vous parler des deux livres,
il y a des trucs qui se passent dans le un qui servent de base pour le 2. Donc je ne peux pas vous parler de ça, et du coup je ne peux pas vraiment vous parler du deuxième livre. Mis à part ce que je viens de vous dire là. Voilà. Sinon, ce que j'ai bien aimé, ouais, je vous ai dit que ça se prend pas au sérieux, ça c'est cool. Que l'univers est déjanté, ça fait vraiment film de série B. Ça fait, tu vois qu'il a vu beaucoup de films parce que l'écriture est très cinématographique. Il te décrit la scène comme tu la verrais dans un film, tu vois. Le mec rentre dans un bar, il commence par pousser les portes du saloon, il s'accoude au bar, il s'assied sur le fauteuil, il s'adresse au barman. C'est vraiment très cinématographique. Et de ce point de vue-là, j'ai vraiment reconnu des films que j'ai vus et franchement, ça m'a plu. Et surtout, c'est vraiment, enfin pour le 2 en tout cas, ça m'a fait ça, c'est que c'est vraiment un page turner. Le 2, je ne pouvais pas arrêter de le lire, vraiment. C'était devenu ma priorité dans ma vie. Genre, dès que je rentrais, dès que j'avais un moment, je devais le lire parce que j'avais envie de savoir la suite. Le deuxième tome, c'était vraiment ça. Je voulais savoir la suite. Le 1, c'est une introduction à l'univers et tout, donc ça me faisait un peu moins ça, mais même si le 1 est très bien. Les personnages sont plus intéressants dans le 1 que dans le 2, mais le 2, l'intrigue est tellement intéressante que tu as envie de tourner pour savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a tout un délire aussi autour de l'œil de la lune. L'œil de la lune, c'est une pierre magique qui rend son porteur invincible. Enfin, qui ne peut pas mourir. Je sais pas si j'aurais dû vous dire ça, mais après, bon, ils en parlent très tôt dans le livre, en vrai. Hein. Ils en parlent très tôt dans le livre, donc c'est pas vraiment un spoil. Mais voilà. Et en gros, cette pierre-là, ça va être le centre de l'attention de tout le monde. Tout le monde veut ça. C'est le trésor à avoir. Et en gros, les tueurs à gages et les serial killers, ils veulent que ça. C'est pour ça qu'ils font leur job et c'est pour retrouver ce truc, ce bijou. Et voilà, ça tourne dans cet univers-là. Donc c'est franchement, si vous aimez ce que je vous ai décrit, vous allez kiffer. Attention, c'est très gore. Il y a il y a des descriptions assez gore quand même. Assez gore. À titre d'exemple, c'est un des trucs les plus gore qu'il y a eu dans un livre. Il y a un moment, il y a un type qui a sorti son shotgun. Et comme le type en face de lui était en train de se débattre, et il avait perdu son pantalon en se débattant, il lui a mis son shotgun dans le cul et il a tiré. Voilà. Voilà, voilà le genre de truc que tu auras dans le livre. Tu te dis, mais tu aurais pu lui tirer dessus simplement. Bref. Pas obligé de passer par là. Mais bref, écoute, il y aura des scènes comme ça. Voilà, si ça te plaît, si t'es rebuté par ça, essaye de pas regarder. Enfin, essaye de pas, ça t'intéressera pas, mais voilà. Ça m'a plus fait rire qu'autre chose en vrai. Ça m'a plus fait rire qu'autre chose, ce genre de truc. Mais voilà, bref. Voilà. Voilà le Bourgon Kid. Évidemment, moi de mon côté, je vais continuer. J'ai déjà acheté le tome 3 et 4 et je vais évidemment continuer. J'ai entendu dire sur internet que plus tu avances dans les tomes, moins c'est bien. On verra, on verra. Écoute, je me ferai mon propre avis. Et voilà. Ensuite, je vais vous parler du dernier livre. Parce que déjà, en fait, 4 livres, c'est bien assez. Ça fait 20 minutes. Putain. Le Dieu venu du Centaure de Philip K. Dick. Du nom anglais, le nom anglais c'est The Three Stigmatas of Palmer Eldritch. Je me disais, mais pourquoi avoir donné ce nom, avoir donné un titre si différent à ce livre? Et une fois que j'ai fini le livre, j'ai compris les deux titres. Et en vrai, les deux titres sont justifiés. Donc bon, voilà. Ça marche bien. Bref, le Dieu venu du Centaure, qu'est-ce que c'est? C'est un gigantesque trip sous acide. Mais vraiment. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais c'est qui cet auteur? Enfin, je connaissais Philippe K. Dick, j'avais déjà lu Blade Runner et je connaissais de renommée. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait de sa vie? J'ai été regarder sur Internet et en fait, il se trouve que il a une grosse période de sa vie où il était accro aux amphétamines. Et du coup, j'ai compris son inspiration pour ce livre. Parce que c'est vraiment... En gros, ça se passe dans un univers où l'humanité a colonisé tout le système solaire. Donc toutes les planètes du système solaire sont habitées par les êtres humains. Les êtres humains de haute société, en gros. Enfin, ouais, voilà.
les haut placés vivent sur Terre, et ceux qui n'avaient plus leur place pour vivre sur Terre, eh ben écoutez, on les a expédiés sur Mars. Là-bas, ils sont tous entassés comme dans des espèces de... C'était pas décrit comme ça, mais moi je voyais ça comme des... Vous savez, les cabines pour les hommes de chantier. Tu sais, toutes ces cabines de 3 mètres carrés entassées les unes sur les autres. Moi je voyais ça comme ça. Je sais plus si c'était décrit comme ça, mais en tout cas dans ma tête c'était comme ça. Peut-être c'était pas comme ça. Bref. Puis en gros, tous les gens de bas peuple, si je peux dire ça comme ça, sans être péjoratif, tous les gens de bas peuple ont été envoyés sur Mars. Et du coup, la vie sur Mars est tellement morose parce qu'il n'y a pas de végétation, tu peux pas sortir à l'extérieur sans mettre une combinaison. Il y a la faune, il y a de la faune sur Mars dans ce livre. La faune locale qui est particulièrement hostile. Et du coup, tu peux pas vraiment sortir sans être en danger. Du coup, la vie est tellement morose que la seule façon que les habitants ont trouvé pour vivre, accepter ces conditions, c'est de prendre un max de drogue. C'est vrai, c'est littéralement ça. C'est en gros, ils se droguent, ils prennent une drogue qui leur crée une vision où ils croient qu'ils sont des people de la jet set, ultra bien foutus, qui vivent dans des conditions ultra riches au bord de la mer et tout. Et en gros, ils oublient leurs conditions d'avant et ils sont persuadés que c'est leur vie. Le temps de l'effet de la drogue, et ensuite ils reviennent à la réalité, et ils sont encore plus déprimés qu'avant parce qu'ils se disent « Ah mince, c'était qu'un rêve ». Et ensuite, du coup, ils reprennent la drogue et ainsi de suite. Et c'est assez spécial parce que c'est une drogue qui marche, ce qu'ils appellent un combiné poupée-pâte. Parce que poupée-pâte, en gros, c'est la meuf que les filles vont croire qu'elles vont devenir, la meuf de la jet set hyper bien foutue. Et il y a un autre type, en gros il y a un type et une meuf dans ce monde d'hallucination. Et quand les meufs vont prendre la drogue, elles vont croire qu'elles seront la meuf. Donc les mecs vont prendre la drogue, ils vont croire qu'ils seront le mec. Et ainsi de suite. Enfin, il n'y a pas d'ainsi de suite, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà. Et en gros, ce que j'ai trouvé un peu... C'était très difficile de rentrer dans le livre parce que le livre ça fait 200, doit faire 300 pages, ouais. Les 100 premières pages, c'est vraiment te poser l'univers, te présenter les personnages. Tu vas suivre le chef d'entreprise de l'entreprise qui crée cette drogue et qui la vend sur Mars, qui veut surtout pas perdre son monopole de cette drogue. Tu vas suivre un autre type, mais vraiment, l'introduction des personnages, j'ai trouvé ça... Je m'en foutais complètement, honnêtement. Et... Enfin, c'est pas que je m'en foutais, mais j'arrivais pas... C'est laborieux, c'est laborieux. Les 100 premières pages sont assez laborieuses. Mais voilà. En gros, c'est globalement le point négatif que je mettrais. Le reste m'a plu. C'est les 100 premières pages qui sont trop longues, j'arrivais pas à rentrer dedans. Ensuite, vient le moment où on va te décrire quelqu'un aléatoire sur Mars qui prend cette drogue et on va voir les effets que ça lui fait. Et du coup, là, c'est plus intéressant parce que c'est vraiment le truc où il rentre dans un monde hallucinatoire et ensuite il revient à la réalité. Puis en fait, tout l'intrigue du livre, c'est qu'en fait, il y a un type qui s'appelle Palmer Eldritch qui est revenu de la constellation du Centaure, d'où le titre, le dieu venu du Centaure, avec une nouvelle drogue qui a des effets différents de la précédente. Et cette nouvelle drogue, en gros, quand tu la prends, c'est pas, tu vas pas devenir une star de la jet set, tu vas vraiment devenir n'importe quoi. C'est un monde hallucinatoire libre où tu peux créer ce que tu veux dedans et tu vas switcher d'un univers à l'autre. C'est un gigantesque trip. C'est vraiment quand il décrit ces phases-là, faut t'accrocher parce que ça part dans tous les sens. Sans devenir irréaliste, parce que c'est des scènes, ils vont sauter d'une scène à l'autre, mais réelles. Il n'y aura pas de trucs irréels. Sauf, oui, des moments... il y a quand même des hallucinations irréelles, mais globalement, ça reste des trucs plus ou moins réels. Plus ou moins. Puis voilà, en gros, c'est là que j'ai trouvé intéressant, parce que cette deuxième drogue, quand ils la prennent, ils reviennent dans le monde réel, et il y aura toute ce questionnement autour de est-ce que je suis vraiment sorti de mon trip, ou est-ce que je suis encore en hallucination? Et paf, en fait, il était encore dans l'hallucination, et ensuite il se réveille par la suite, et dire voilà, en gros, ça va tourner autour de ça. Est-ce que je suis vraiment réveillé, ou est-ce que je suis toujours dans mon trip?
Et tu vas voir qu'après, il va voir des trucs pas très nets, et du coup, ils te disent, ah, je dois pas être vraiment réveillé. Mais voilà. Si t'aimes bien partir dans un trip hallucinatoire comme ça, le livre, c'est ça tout le long. À partir de la page 200, je dirais. Comme tu l'as compris. Voilà. Ce que j'ai bien aimé, moi, je dirais que c'est l'univers quand même. Quand tu t'imagines l'humanité qui a colonisé toutes les planètes du système solaire, ça fait rêver. C'est, Après, les univers de Philip K. Dick, je commence à voir des similitudes entre certains livres. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui reviennent. Genre dans ce livre, il y a les précogs. Les précogs, normalement, c'était notamment présent dans Minority Report. J'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film. En gros, c'est des êtres humains qui sont doués de la capacité de voir l'avenir. D'où le nom précogs, parce qu'ils sont précognitifs, donc ils ont le cortex préfrontal, donc précognitif, qui est plus gros. Du coup, ça leur permet de voir l'avenir, tout simplement. Il y a ces gens-là qui sont présents dans l'univers. Il y a... Ouais. Après, ces univers à Philippe K. Dick, c'est vraiment toujours un peu... Quand tu rentres dans l'univers, c'est la merde, c'est au bord de la rupture. Bon, déjà, tout le monde est sous drogue pour accepter la vie. Sur Mars, déjà, on est dans ce... On te pose le contexte quand tu arrives, c'est ça, tu dis ok, voilà, c'est pas la joie. Mais voilà. Globalement, j'ai bien aimé le livre, juste pour l'expérience, parce que c'est vraiment un truc à part. Hein. C'est un trip. J'ai pas envie de te mentir que c'est un trip, ce truc. Bref. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis en point fort? Ouais, le questionnement sur... Ouais, il y aura pas mal de questionnements en fait sur ce type, ce Palmer Eldritch qui est revenu de... En gros, il était parti se faire des affaires avec la constellation du Centaure, et il était revenu dans le système solaire avec cette nouvelle drogue, donc. Et en gros, je vais pas vous spoiler, mais il y aura tous des questionnements autour de qui est Dieu, qu'est-ce qu'un Dieu, comment nous voient les formes de vie extraterrestres, euh, comment elles doivent se comporter à notre égard, tu vois. J'ai bien aimé ces questionnements-là. Mais il faut être conscient que... Ce qui me fait marrer avec ça, c'est qu'il te crée un univers de science-fiction hyper développé pour qu'au final, il se drogue tout le long, quoi. Et puis finalement, l'univers de science-fiction, tu te dis, ouais, c'est là pour faire joli, mais ce qui est important, c'est la dose, quoi. C'est vraiment ça. Dans ce livre, c'est ça. On va pas se mentir que c'est ça, quoi. Mais bon, bref. Globalement, j'ai bien aimé. Je vais pas cracher dessus, j'ai bien aimé. Donc voilà. Voilà. Voilà ce qui conclut notre petit moment de lecture. Sachant que la prochaine fois, si j'en refais un, mais j'en fais pas très souvent parce que je lis quand j'ai le temps, ou plutôt quand j'ai envie de lire, on va dire ça comme ça, parce que j'ai pas tout le temps envie de lire. Et du coup, ce qui fait que je peux passer genre un mois à finir un livre, tu vois, tellement j'avance lentement des fois. Mais bon. Ce qui fait que je sais pas vraiment quand sortirait une autre vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, je suis en train de lire 1794, donc qui est la suite de 1793, que j'avais fait dans l'autre vidéo de présentation sur les livres. Et pour l'instant, je kiffe ma race. Voilà. Pas de spoil plus que ça. Peut-être que je vous parlerai du Fléau de Stephen King parce que je l'ai commencé. Pardon. J'ai tenté de le commencer il y a quoi? Ça devait être en février-mars de cette année. Et j'ai dû m'arrêter au milieu parce que je me disais, mais en fait, je me fais chier. Je m'en bats les couilles de ce qu'il me raconte. Voilà. Donc ça vous donne peut-être un léger aperçu de ce que sera mon avis. Très léger, hein. Mais voilà. Voilà. Et puis sinon d'autres livres. Je crois que je dois avoir une trentaine de livres en attente d'être lus. Tu vois? Le truc, c'est que j'en achète plus que j'en lis. Ce qui fait que la pile augmente. Et c'est pas bon du tout. Ça n'a aucun, ça n'a aucun putain de sens. Bref, voilà. Donc du coup, je vous donne rendez-vous pour le prochain qui aura lieu dans 3 ans. Non, on verra, j'en sais rien.
Bon, j'en sais rien, mais dans l'immédiat, je vous laisse là. C'était Julien. Ciao, ciao. À la prochaine. À plus.